J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc déjà, bienvenue au premier webinaire du CIGERLI sur le confort d'été dans les bâtiments publics. Donc la thématique est plutôt bien choisie vu la chaleur que nous subissons depuis quelques jours et qui n'est pas près de se terminer. Donc notre webinaire est organisé en partenariat avec VAD, que nous remercions pour son petit coup de pouce, notamment pour Zoom. Voilà. Nous allons avoir 4 intervenants. Florence Malin pour le CIGERLI, Karine Lapré donc de Tribu, Thibaut Fravelière pour la ville de Bron, Marie-Joseph Omer pour la ville de Vénissieux et Claire Villasi donc de Véadi. Donc pour le confort de tous, seuls les vidéos donc, et les micros bien entendu des intervenants seront actifs. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous demande de couper vos micros et vos caméras. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc Florence Malin, je suis la responsable du service conseil en énergie partagée au CIGERLI. Donc il y a une cinquantaine de communes qu'on accompagne pour faire, avec objectif principal de faire diminuer leur consommation et maîtriser leurs dépenses énergétiques. Donc en identifiant les postes énergivores et en proposant, en faisant des préconisations sur leurs bâtiments communaux, et en apportant aussi une expertise énergétique. Donc sur ce slide apparaissent un peu toutes les thématiques sur lesquelles on accompagne les communes. Donc on fait un suivi de consommation annuelle des consommations énergétiques du patrimoine des communes adhérentes, avec comparaison à des ratios de référence, ratio par habitant, ratio par mètre carré. On peut proposer aussi aux communes des études énergétiques, de l'accompagnement de projet sur lequel tout ça je vais revenir dans le slide d'après. On accompagne aussi les communes sur l'exploitation de leurs installations énergétiques avec la mise en place des contrats d'exploitation, donc souvent avec un intéressement aux économies d'énergie. Et ensuite, on suit ces contrats au fil de l'eau et on contrôle que les prestations sont bien réalisées. Enfin, on valorise les certificats d'économie d'énergie pour le compte des communes suite à leurs travaux de maîtrise de l'énergie et on leur reverse à l'euro les sommes perçues. Concernant l'accompagnement de projet, donc c'est le niveau 4, c'est ce qu'on appelle le niveau 4 de la convention CEP que les communes signent avec le CIGERLI. Donc, on propose un certain nombre d'études qui sont réalisées soit en interne, soit en externe. On a des bureaux d'études, on a des accords cadres avec des bureaux d'études qui peuvent nous réaliser ces études. Donc, c'est soit des audits énergétiques globaux pour avoir une vision globale de l'ensemble du patrimoine de la commune, des diagnostics de bâtiments pour des communes qui souhaitent réhabiliter un bâtiment, voir un petit peu le coût des travaux, les préconisations et chiffrer l'investissement et les économies générées par ces travaux. On peut aussi proposer des études de faisabilité d'énergie renouvelable, donc sur un peu toutes les énergies renouvelables, le solaire, thermique, photovoltaïque, le bois, la géothermie. Depuis début d'année, on propose aussi des études de faisabilité et d'opportunité de contrats de performance énergétique, qui sont des contrats qui permettent de garantir une économie. Et donc, on a des financements de l'ADEME par rapport à ces études qui nous, du coup, contraignent à avoir un objectif ambitieux de réduction des consommations de 40% s'il y a un seul bâtiment dans le contrat de performance énergétique ou 30% s'il y a un panel de bâtiments. Voilà. Et on propose aussi des simulations thermiques dynamiques qui sont du coup des études qui permettent de voir les températures atteintes dans les différentes zones d'un bâtiment et d'évaluer les différentes préconisations sur le bâtiment pour voir de combien peuvent baisser la température grâce à telle ou telle solution. On accompagne aussi sur les travaux, donc en donnant des conseils plus ou moins importants. Donc, ça peut être simplement pour dire à la commune si les travaux qu'elle prévoit sont éligibles au certificat d'économie d'énergie et lui donner les critères qu'il faut mettre dans ses cahiers des charges pour atteindre l'éligibilité au dispositif de certificat d'économie d'énergie. On peut rédiger des cahiers des charges pour des remplacements de systèmes, notamment des chaudières, rénovation de chaufferie.
Pour les réhabilitations lourdes où il y a une maîtrise d'œuvre, donc on peut relire les dossiers, donner des conseils sur les cahiers des charges, aussi bien système que sur les travaux de bâti, et des conseils sur les chantiers, notamment pour les travaux de chaufferie. On a un certain nombre aussi d'outils. Donc, on propose des thermographies qui permettent de mettre en évidence les défauts d'isolation des bâtiments ou les malfaçons. On a des enregistreurs de température qui peuvent être intéressants aussi bien en hiver qu'en été pour objectiver les températures atteintes, parce que du coup les utilisateurs disent bon, on a chaud, on a froid, mais suivant les personnes, c'est pas forcément le même ressenti. Donc là, on objective la température. Est-ce qu'il fait 23, est-ce qu'il fait 30? Voilà, ça permet de savoir quelle est la température réelle. Et on peut aussi faire des mesures de débit d'air grâce au prêt de matériel de VAD, Ville et Aménagement Durable, qui est partenaire dans ce webinaire sur le confort d'été. Et enfin, on suit les installations, ce qu'on appelle des bâtiments complexes. Donc ça peut être des centres nautiques, ça peut être des médiathèques. On peut suivre aussi des installations d'énergie renouvelable. Donc là, c'est un suivi, c'est pas un suivi annuel, c'est un suivi mensuel avec sur la base des relevés des index fournis par l'exploitant. Et ça permet d'avoir une analyse plus fine de l'évolution des consommations et des éventuelles dérives, avec analyse des compteurs des fournisseurs, donc gaz et électricité, mais aussi tout un tas de sous-compteurs. Donc ça peut être des compteurs par centrale de traitement d'air, voilà, et ça nous permet de voir par exemple l'évolution des consommations quand on passe d'une vitesse à une autre. Ça permet c'est très intéressant pour l'exploitant et aussi pour la commune pour suivre son installation et l'optimiser. Voilà. Pourquoi un webinaire sur le confort d'été dans les bâtiments? Donc en fait, on a constaté dans les bâtiments communaux plusieurs choses. On arrive à faire baisser les consommations des énergies de chauffage, mais on constate qu'il y a des hausses de consommation d'électricité, sachant que l'électricité est une énergie très chère, qui coûte 3 fois plus cher que le gaz naturel en général. Du coup, du fait des températures qui grimpent régulièrement, on a de plus en plus de communes qui souhaitent installer des climatisations, parfois même dans des bâtiments qui ne sont pas occupés l'été, comme dans des écoles. Et donc, cette climatisation qui génère forcément des hausses de consommation d'électricité. Et on a aussi en parallèle des retours récurrents sur l'inconfort en été, voire en mi-saison. Donc, des fois en mai, avril, on a déjà des problèmes d'inconfort d'été sur des bâtiments qui sont même récents. Voilà, on constate notamment, par exemple, souvent dans des médiathèques qui sont des bâtiments très vitrés où il y a des conforts d'été. À la base, parfois, des fois, on ne souhaite pas mettre de la climatisation. On nous dit il n'y aura pas de problème de confort d'été. Et après, on se rend compte que les conforts d'été sont là et que du coup, il faut trouver des solutions. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est comprendre les enjeux, essayer d'apporter des solutions alternatives à la climatisation, donner les bonnes pratiques en cas de recours ultime à la climatisation, parce qu'on n'y échappera pas, et partager des retours d'expérience avec les communes. Et enfin, VAD nous donnera des outils. Du coup, je laisse la parole à Karine Lapré qui va nous présenter les enjeux. Karine Lapré, je suis co-gérante du bureau d'études Tribu. Le bureau d'études Tribu est un bureau d'études spécialisé sur toutes les questions d'éco-responsabilité et durabilité. Et on intervient depuis plus de 35 ans en tant qu'assistant maître d'ouvrage ou maître d'œuvre sur l'ensemble des projets à l'échelle urbaine ou à l'échelle du bâtiment. Mais on a aussi une dimension prospective et recherche qui nous permet d'aller anticiper les questions. Et du coup, l'idée de ce matin, c'est à la fois de vous poser les enjeux, mais aussi d'aller un peu plus loin sur les questionnements qui restent sur cette question du confort d'été. Si on parle du confort d'été, on ne parle pas que du confort d'été, on parle évidemment de plein de questions autour de ça. On va parler de qualité d'air, on va parler d'empreinte écologique via la maintenance, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et évidemment de ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera de plus en plus demain,
la question de l'adaptation au changement climatique. Donc évidemment, toute la thématique qu'on voit aujourd'hui et tout ce que je vous dis est évidemment croisé avec tous ces sujets. On partage d'autres enjeux qui sont évidemment tous les autres enjeux du développement durable et qui croisent tous ces thématiques de confort et santé, évidemment, la question biodiversité notamment, qui est un enjeu fondamental et qui, on verra, croise bien avec cette question de confort dans les bâtiments publics et les espaces publics. Donc, de quoi on va parler ce matin? Rapidement, on va se faire 3 séquences en fonction de nos échanges de ce matin. D'abord, de partager déjà de quoi on parle sur les indicateurs de confort et de santé, comment on évalue ce confort ou cet impact sanitaire, quelles solutions, quelles démarches on doit mettre en œuvre pour agir dans les bâtiments publics, et puis on partagera des retours d'expérience au fur et à mesure de la discussion. Alors, comme vous l'a dit Florence, n'hésitez pas à partager vos questions. Je répondrai en partie en fin de séquence, en fonction des questions qui viendront sur cette première séquence. Et puis, sinon, on échangera ensemble à la fin. Alors déjà, on parle toujours de confort. Moi, j'ai quand même tendance à dire qu'on parle d'abord de santé. Oui, le confort, c'est, vous voyez ici dans cette représentation de l'impact physiologique, de notre impact physiologique en termes de thermique du corps. On parle de confort, on est dans la zone de neutralité thermique. C'est celle qui nous dit qu'on est plus ou moins bien, mais on est dans notre zone de confort. Là où on va questionner la question de la santé, c'est quand on va dépasser évidemment des deux côtés, que ce soit froid ou chaud, mais ici aujourd'hui on parle de chaud, la zone d'inconfort qui commence à avoir potentiellement des impacts sur la santé puisque notre corps va réagir, va s'adapter à cette zone de confort et va provoquer des impacts physiologiques différents pour réagir à cette question. On parle de cette zone de neutralité thermique. Alors, c'est intéressant de la questionner parce qu'on a toujours plein de questions sur cette idée de qu'est-ce que c'est l'impact sur la santé, à quel moment on parle de vrai l'impact ou de confort dans les bâtiments. Évidemment, on va voir après, il dépend évidemment éminemment de chacun. Et cette zone de neutralité thermique, qu'on voit ici plutôt générique, qui est de dire entre 22 et 28 degrés, qui veut dire qu'à 28 degrés, on est encore dans une zone de confort. Au-delà de 28 degrés, on est dans des questions qui vont commencer à questionner la santé. Et vous voyez un seuil à 35 degrés qui sont les seuils d'impact santé importants. Ces seuils-là, ils sont évidemment dépendants de plein d'autres paramètres. Là, on a essentiellement abordé la question température, mais les déterminants du ressenti thermique, ils sont multiples. Ils sont d'abord liés au milieu, à l'environnement, où est-ce qu'on se situe. On va parler de l'impact en termes de rayonnement. Alors, dans le bâtiment, on parle notamment de température opérative. On parle de la température qui nous renvoie les murs, les objets qui sont autour de nous. Et donc, c'est plus une façade va être chaude, par exemple, vitrée, non protégée, si je prends un exemple extrême, plein sud, elle va atteindre des températures qui sont très fortes et ça va agir sur notre ressenti thermique. La température, ça c'est assez évident. L'humidité, évidemment, selon les plages d'humidité de l'air, on a des zones de confort plus ou moins importantes. Notre plage de confort, en gros, situe entre, on va dire, 50 et 70% d'humidité. Quand on est sur un air très sec, on peut être inconfortable, mais quand on est aussi sur des airs très humides, évidemment, c'est moins le cas dans nos climats métropolitains, mais c'est le cas des climats, notamment des départements d'outre-mer. Le dernier indicateur qui est très impactant et qu'on utilise, à vrai dire, très peu dans les bâtiments, mais qui est quand même un indicateur important, un déterminant important, c'est la question de la vitesse de l'air, le vent. Alors, on le perçoit très bien quand on est dehors. Quand on est à l'intérieur, c'est un élément qu'aujourd'hui, on ne perçoit pas encore totalement, même si on verra dans les présentations également des retours d'expérience que c'est des éléments qui commencent à être perçus.
Donc ça, c'est vraiment lié au milieu. Qu'est-ce qui est en interaction avec nous au milieu. Mais c'est aussi lié à la personne qui interagit avec le milieu. Et là, évidemment, on n'est pas tous égaux, on est tous différents, que ce soit lié à l'âge, à l'habillement, à notre état de santé, à si on est en mouvement ou pas en mouvement, à ce qu'on a comme activité particulièrement impactante ou pas. Et là, c'est vraiment important de partager cette question de la différenciation de l'individu dans les approches de confort et de santé, et notamment en été. On a des personnes fragiles. Alors, quand on parle des bâtiments communaux, on parle de tellement de typologies de bâtiments différents qu'à vrai dire, tout ça s'applique. On va avoir des lieux où on a des personnes dites vulnérables, des personnes plutôt âgés ou des nourrissons, des jeunes enfants. Mais on va avoir aussi des sportifs. On va avoir aussi des lieux où on accueille des gens plus ou moins en bonne santé. Voilà, donc tous ces facteurs de vulnérabilité sont à prendre en compte quand on va évaluer le confort et déterminer les seuils d'inconfort ou de risque sur la santé des bâtiments sur lesquels on travaille. Alors, de quoi on parle dans ces indicateurs de confort et de santé? Alors, il y en a beaucoup. Ce sont des indicateurs qui ont été développés finalement assez récemment et surtout développés plutôt sur la base de bâtiments dits rafraîchis ou climatisés. La plupart des indicateurs, notamment des modèles qui étaient utilisés jusqu'à présent ou qui sont utilisés dans beaucoup de logiciels ou d'outils d'évaluation de confort sont des outils plutôt basés sur des espaces dits climatisés et surtout pas ventilés naturellement avec peu de vitesse d'air. C'est le cas des indicateurs PMV, PPD. Et puis, beaucoup d'indicateurs sont basés uniquement sur la température, des cumuls d'heures de température avec des températures, alors là on dit 28 degrés, mais pourquoi 28 et pourquoi pas 27, 26? En fait, la littérature est extrêmement vaste aujourd'hui. Ce qu'on peut dire de l'état actuel de la littérature scientifique, c'est que ces seuils de température ne sont pas définis. Je lisais récemment une revue de littérature scientifique qui disait qu'on est en incapacité de donner une température seuil à partir de laquelle il faut qu'on se réfère. Du coup, ça complexifie évidemment la question et l'échange sur les solutions. Mais quand même, on peut trouver aujourd'hui des indicateurs de confort différents qui approchent d'autres paramètres. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le paramètre de l'humidité et de la vitesse d'air. Ça, c'est le cas du diagramme de Givoni, de l'approche de Givoni, on y reviendra. Il y a un autre paramètre que je n'ai pas abordé, qui est une question qui est évidemment fondamentale, qui est notre capacité à s'adapter physiologiquement. On est en capacité, au fur et à mesure du temps, de s'adapter par rapport à un environnement plus ou moins chaud. Et cette capacité d'adaptation nous permet de décaler notre confort et d'augmenter notre température d'inconfort. Et pour ça, on a des critères qui sont aujourd'hui mis en œuvre dans la norme européenne 15251 qui nous permet, en fonction de l'adaptation, de décaler les seuils d'inconfort. Et puis, enfin, on a un dernier indice dans lequel je reparlerai. Donc, la question de l'adaptation, c'est vraiment un enjeu important. Vous voyez ici qu'en fonction de la température de référence et de la température extérieure, on est en capacité de décaler notre inconfort et de décaler la température d'inconfort. C'est également cet indicateur-là, c'est qu'il ne prend pas la vitesse d'air. Il lui manque encore un indicateur qui est la vitesse d'air. Karine, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec les abréviations VO2, PMV, PPD, si c'est possible de donner un peu de précision. Oui, alors le VO2, c'est du volume d'air d'oxygène, c'est notre capacité à absorber l'oxygène. Et PMV, PPD, alors c'est de l'anglais, donc c'est predictive, je rechercherai la définition, c'est les modèles de confort prédictifs. Donc en fait, c'est basé sur des enquêtes auprès des gens pour déterminer si
le confort est élevé ou pas élevé. Donc sur le dernier indicateur qui est le diagramme de Givoni, celui-là, il va partager les 3 paramètres qui sont la température, l'humidité et la vitesse d'air. Et ainsi, ici, vous voyez les polygones de confort. Tout ce qui est, on identifie l'endroit où on va être confortable en fonction des différents paramètres. Avec la zone la plus orangée, c'est la zone où on est confortable avec une ventilation mécanique, la vitesse classique qu'on va mettre en œuvre dans les bâtiments. Dès qu'on décale cette zone de confort, on fait appel à d'autres paramètres, notamment la vitesse d'air, et par exemple, qui peut être provoquée par l'ouverture d'une fenêtre ou des courants d'air, mais également, on verra tout à l'heure, par des systèmes de ventilateurs, de plafond ou pas de plafond, mais qui vont déplacer l'air et augmenter notre évapotranspiration et ainsi améliorer notre confort. Cet indicateur, on se le représente sous forme de diagramme et on identifie les heures d'inconfort qui sont simulées par des simulations thermiques dynamiques et qu'on peut identifier dans ce diagramme. Ça peut être également identifié dans des mesures de température, d'humidité et de vitesse d'air. Par contre, tous ces indicateurs, aujourd'hui, ils sont quand même essentiellement basés sur la notion de confort. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire notre zone de neutralité thermique, et prennent très rarement en compte les phénomènes extrêmes sur lesquels nous sommes de plus en plus sollicités, notamment les périodes de canicule, et on verra qu'ils vont être de plus en plus importantes. Pour cela, c'est une vraie question qu'il faut pouvoir anticiper. Aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur intérieur pour qualifier ce risque sanitaire. Par contre, on a un indicateur extérieur qui est celui qui est utilisé notamment pour les travailleurs qui travaillent à l'extérieur avec une activité physique importante ou à l'intérieur, parfois quand ils sont soumis à des chocs thermiques importants. Ça s'appelle le Heat Index. Donc celui-là, c'est un indicateur qui va prendre la température de l'air et l'humidité de l'air et déterminer des zones à partir de laquelle on a des impacts sur la santé, notamment les coups de chaleur et l'épuisement. Et donc, cet indicateur est intéressant à croiser avec ceux que j'ai énoncés précédemment. C'est peu mis en œuvre aujourd'hui dans les bâtiments, mais c'est quelque chose que nous, on a testé à travers l'accompagnement d'une thèse CIFRE réalisé par Nicolas Lauzet de définition de nouveaux indicateurs de santé pour les bâtiments. Et vous voyez ici une petite illustration de l'impact des différents indicateurs. Alors, d'habitude, c'est le côté webinaire est moins interactif, mais d'habitude, c'est un petit quiz. Alors, on définit quel impact sur la température ressentie d'un certain nombre de paramètres, notamment la vitesse d'air. Voilà. Donc là, l'éventail, il va diminuer le ressenti de 2 degrés. L'ombre, la capacité à se protéger du soleil, donc à l'extérieur comme à l'intérieur, mais ici on est sur l'extérieur, va réduire de 5 degrés la température ressentie. Et la brumisation, qui est une tendance importante, aujourd'hui on voit de plus en plus d'éléments dans ce sens-là, réduit de 1 degré la température ressentie. Vous aurez vite compris que le premier enjeu, y compris pour les bâtiments, c'est de se protéger du soleil, puis de ventiler, et enfin de rajouter éventuellement de l'humidité. Et donc ça, c'est vraiment pour poser les différents indicateurs. D'accord. Il faudrait que vous coupiez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. C'est vraiment pour poser les indicateurs. Par contre, quand on parle de l'échelle des bâtiments publics, malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, on ne va pas parler que du bâtiment. Évidemment, le bâtiment est situé dans un environnement, que ce soit une ville et une parcelle. Et tout ce qui est fait à l'échelle de cette parcelle va impacter sur le confort d'été et la santé des futurs habitants. Et donc, un des premiers enjeux, ça va être d'identifier le microclimat dans lequel on se situe. Alors, je dis tout de suite, on parle du coup de surchauffe urbaine et de microclimat.
on parle de surchauffe urbaine, c'est ce que vous avez entendu parler, notamment la question de l'îlot de chaleur urbain, qui est présent majoritairement dans les villes denses et les grandes métropoles, mais qui est présent dès peu d'habitants, dès les métropoles qui font 20 000 habitants, voire moins, selon le tissu urbain qui est considéré. L'îlot de chaleur urbain, c'est ce qui nous permet de se réchauffer l'hiver. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, y compris dans les villes moyenâgeuses. On a cherché à se rapprocher, à augmenter la chaleur de la ville pour réduire les besoins de chauffage. Évidemment, aujourd'hui, quand on regarde l'été, ça marche un peu moins bien. Toutefois, on a aujourd'hui des villes, si je prends des villes marocaines notamment, qui marchent très bien en hiver et en été et qui, elles, sont conçues pour se protéger du chaud. Donc, c'est un enjeu important à questionner, quelle que soit l'échelle d'ailleurs de la ville. Et puis, il y a un paramètre important qui est le ressenti local du microclimat. Celui-là, c'est l'échelle de nous, notre échelle humaine, c'est celui qu'on va ressentir quand on va être dans une cour d'école, quand on va jouer au foot sur un stade, quand on va arriver pour aller travailler à pied. Donc, tout cet espace, c'est ce qui va constituer le microclimat qui va impacter évidemment le bâtiment dans lequel on va aller. Et pour évaluer ce microclimat, il est important, et pour voir quel impact on va avoir sur le bâtiment, il est important de le diagnostiquer et de l'évaluer. Ici, je vous présente en 2 slides un travail qu'on a réalisé avec la ville de Villeurbanne, qui est peut-être est présente, sur le diagnostic de surchauffe urbaine à l'échelle de la collectivité, de la ville, en prenant en compte les différents paramètres, le végétal, les paramètres anthropiques, donc ce qui produit de la chaleur, c'est-à-dire les voitures, mais aussi les zones industrielles, et puis la capacité ou pas de la ville à être ventilée par les vents qui sont, heureusement pour nous, en métropole de Lyon, importants. Ou à l'échelle du Rhône, des vents relativement conséquents dont il faut profiter. On a travaillé par analyse typomorphologique, donc avec différentes typologies de bâtiments, et notamment la question des équipements publics, des stades, des jardins, etc. Et on a formalisé une cartographie de sensibilité de potentiel surchauffe urbaine en fonction des territoires. Et on voit assez naturellement qu'il y a des espaces qui sont, par le milieu géographique local ou par leur morphologie urbaine, plus ou moins sensibles à la surchauffe urbaine. Plus on est rouge, plus on est sensible à la surchauffe urbaine. Même travail ici à l'échelle de Carré de Soie, du projet urbain de Carré de Soie, avec Vaux-en-Velin et Villeurbanne, où on visualise les zones notamment très chaudes. Et c'est là où je vous dis que ce n'est pas seulement lié à la densité urbaine. Ici, vous avez une zone industrielle qui sont des zones extrêmement chaudes par définition, notamment par le traitement des surfaces enrobées et très peu de végétalisation dans ces espaces. Vous avez aussi, évidemment, ici un centre commercial ou des grands espaces industriels qui sont des espaces relativement chauds. Pour aller plus loin sur ces sujets, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADEME pour prendre connaissance de toutes ces questions. Vous parlez ici des surfaces, c'est un enjeu important. Vous voyez ici, je vous ai remis des températures mesurées. Donc, c'est des températures de surface qui sont mesurées en fonction du type de revêtement qu'on a qui est produit. Alors, c'est assez flagrant. Vous voyez ici le bitume au soleil. Donc, pour rappel, il fait 21 degrés dehors. On n'est qu'à 11h35 du matin, en 27 juin. Le bitume au soleil fait 53 degrés. Si le bitume à l'ombre fait 46 degrés, ici, il y a très peu d'ombre. Par contre, le végétal est à 24 degrés en température de surface. Et là, on voit bien l'intérêt de travailler les surfaces. Cette question des surfaces, évidemment, c'est important en même temps que l'ombrage. Ici, c'est un jeu d'enfant à Marseille qui est situé dans un endroit particulièrement confortable où il n'y a ni arbres, ni espace vert, et c'est un espace de jeu qui est
tout le temps au soleil, toute la journée. Et si on mesure la température de surface de cet espace, qui est l'espace de jeu des enfants, on est à 61 degrés. On imagine le confort pour les enfants et les utilisateurs. Donc, c'est l'enjeu du revêtement de surface, c'est vraiment un enjeu fort sur lequel il faut travailler pour réduire cette température extérieure. Alors, quand on parle de la température extérieure, évidemment, on parle de la météo. Là-dessus, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle évolue. Ici, vous avez une représentation de la météo depuis la trentaine, 1961-1990, 2000-2009 et évidemment l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue, qui est 2003. À Lyon, on est sur Lyon-Bron, la station météo de Lyon-Bron. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur ces graphiques? C'est qu'évidemment, l'hiver, certes, n'a pas beaucoup changé, mais c'est surtout l'été avec des périodes de plus en plus chaudes, notamment la journée, qui vont impacter cette question du confort. Et si on se projette un peu plus loin, évidemment, on doit avoir en tête l'impact du changement climatique et les prévisions et les mesures dont on doit mettre en œuvre pour s'adapter. Pour ça, il faut qu'on évalue le risque réel de chaque bâtiment. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette en œuvre une politique d'adaptation pour chaque bâtiment. L'atténuation, c'est ce qu'on met aujourd'hui en œuvre depuis longtemps. On réduit, on limite les impacts, mais on n'est pas dans une période, on n'est pas encore dans une vraie politique d'adaptation. S'adapter, ça veut dire changer les modes de fonctionnement et les modes de vie des bâtiments et les faire en sorte qu'ils soient résilients dans l'avenir. Ça veut dire notamment que la question de la climatisation n'est pas un système d'adaptation. La climatisation, elle permet ponctuellement de limiter l'impact, mais elle ne va pas faire en sorte que nous soyons capables de s'adapter dans l'avenir. Les étés seront de plus en plus chauds et de plus en plus, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Il faudra qu'on trouve des solutions et il faut qu'on trouve d'ores et déjà des solutions adaptatives. Sur le climat futur, ici vous avez la projection Météo France sur un des scénarios du GIEC pour 2050. Évidemment, la question de l'augmentation de température, elle est prégnante dans notre région et importante à prendre en compte. Un phénomène important, c'est le phénomène des canicules. Je vous ai mis ici les seuils pour information de déclenchement des canicules. Vous voyez ici qu'ils sont très différents selon où on habite et selon la façon dont on est capable de s'adapter. Évidemment que nous, on a l'habitude d'avoir les températures chaudes l'été, mais toujours est-il qu'il faut qu'on se prémunisse de cette question des vagues de chaleur. Alors, les vagues de chaleur, voilà ici l'état des lieux des vagues de chaleur en Rhône-Alpes. Je vous parlais tout à l'heure de 2003. Alors, ce graphique, il représente l'intensité de la vague de chaleur par son épaisseur, la durée de la vague de chaleur et sa température moyenne pendant la vague de chaleur. Donc, celle qu'on a connue la plus importante jusqu'ici, c'est celle de 2003, mais vous voyez que 1983 n'est pas très loin. Et on voit très clairement celle de 2019, que vous avez encore, j'imagine, en tête, qui a été très caractérisée par sa précocité et son intensité par rapport aux autres vagues de chaleur. On parle de l'impact changement climatique à l'échelle de la métropole de Lyon et plus loin, certainement une grande partie du Rhône. Voici ici l'augmentation de la température à Lyon depuis 50 ans. Et puis, les évolutions à venir des canicules à Lyon. Ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans le plan climat de la métropole de Lyon. Ainsi, il va falloir qu'on se questionne sur l'anticipation et la projection des futures vagues de chaleur. Vous voyez ici, c'est 2003, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est la projection Météo France sur les futures vagues de chaleur en fonction des scénarios du GIEC. Ici, on est sur le scénario le plus défavorable. On a toujours intérêt à espérer que ce ne soit pas celui-là, même si aujourd'hui, on est déjà dans une tendance importante. Voilà, l'idée, c'était de poser l'ensemble des enjeux et du contexte et voir comment maintenant on peut agir sur les bâtiments existants ou neufs. Quelle démarche on doit mettre en œuvre? Évidemment, la démarche qu'on doit mettre en œuvre, c'est celle qu'on connaît tous parfaitement sur l'énergie. On réduit les besoins, on adapte les modes de vie
Ensuite, on optimise les systèmes et seulement à la fin, on n'a pas trouvé d'autres solutions, on choisit les solutions alternatives. Du coup, je vais laisser la parole à Thibaut pour la suite de la présentation. Bonjour, je vais vous présenter les actions de la ville de Bron pour améliorer le confort dans nos bâtiments en période estivale et en évitant d'ouvrir à l'usage de la ventilation. Donc, je vais vous présenter plusieurs actions. Donc, je vais présenter plusieurs actions, donc des actions avec des investissements limités pour mettre en place assez rapidement dans les groupes scolaires. Donc, la deuxième action, c'était l'influence d'une rénovation thermique globale sur le confort d'été. Pour les petites actions, on a étudié deux systèmes qu'on a mis en place dans des salles de classe test sur 2 de nos groupes scolaires. Donc, on a posé du film solaire sur les vitrages pour limiter les apports externes et la mise en place de brasseurs d'air pour diminuer la température ressentie. Au niveau des caractéristiques techniques des matériels, pour le film solaire, on en a utilisé 2. Un sur la partie ouvrant et un autre plus performant sur l'imposte supérieur de la menuiserie. Donc, on a une transmission de la lumière de 54 et 15% et une énergie réfléchie et 70%. Au niveau de la transmission de la lumière, j'avais des valeurs qui sont assez faibles. Bon, aucune modification de la luminosité. Les profs de l'école ne savaient pas sur quel vitrage étaient posés les films. C'est seulement en se rapprochant du vitrage qu'on pouvait le distinguer. Pour les brasseurs d'air, on a un matériel qui permet de faire un flux d'air d'1 mètre seconde. Sur les documents que j'ai pu lire sur la présentation précédente, on a pu voir que ça permettait de diminuer la température ressentie d'environ 4 degrés. La puissance du matériel va de 4 watts pour la plus petite vitesse et jusqu'à 50 watts. Et un point important également, c'est le bruit généré par l'appareil pour éviter le plus possible la nuisance acoustique. Donc on a un bruit maximum de 45 dB et j'ai pas eu de retour négatif sur ce sujet de la part des profs. Donc on peut passer à la diapo suivante. J'ai réalisé un petit enregistrement de température lors du premier coup de chaleur qu'on a eu cette année. C'était fin mai, début juin, pour essayer de mesurer l'efficacité des actions. Donc pour le film solaire, j'ai été relativement surpris du résultat. C'est une solution à laquelle je n'y croyais pas trop. Et pourtant, on a quand même eu une baisse de la température, donc de 1 degré à 4, et notamment lors du rayonnement direct sur les vitrages. Donc là, on avait une orientation ouest, donc en fin de journée, entre 17 et 19 heures. On évitait vraiment ces pics de chaleur. Par contre, j'ai pas eu de retour positif des profs. Pourquoi? Parce que pendant la durée des cours en journée, on est surtout sur une différence d'1 degré. Et lorsqu'on avait les 4 degrés, le bâtiment était inoccupé. Par contre, j'ai eu un très bon retour sur les brasseurs d'air de la part des profs. Tout d'abord, c'est si on abaisse la courbe de 4 degrés, on serait toujours en dessous de la température de la salle équipée du film solaire. Et je pense aussi qu'il y a un aspect psychologique, le fait que c'est les usagers qui déclenchent le système, c'est eux qui ont une action et ils vont ressentir instantanément le rafraîchissement lors de la mise en route du matériel. Donc on peut passer au diapo suivant. Donc je vais vous présenter l'influence d'une rénovation thermique globale sur le confort d'été. Donc l'année dernière, on a rénové un bâtiment de notre groupe scolaire de Jean Moulin, donc avec un niveau de performance BBC Rénovation.
Donc, il y a une isolation des murs et de la toiture, une isolation par l'extérieur qui permet de bénéficier de l'inertie du bâtiment. On est sur une structure béton de 25 cm. Et on a utilisé comme isolant de la fibre de bois pour les murs. On a mis également en place l'air On t'entend plus, Je t'entends Thibaut, plus, hein. Thibaut. Oui, tu as Vous dû te m'entendez déplacer. plus? Non, il faudrait que tu reviennes un peu sur ce que tu as dit. Sur ventilation double flux. Je prends de la ventilation double flux. Oui. Voilà. Donc, la ventilation double flux, donc pour assurer une surventilation nocturne. Pour le renouvellement d'air, on n'avait pas besoin de surdimensionner le matériel. On avait déjà un brassage de 2 volumes heure. Ici, la surventilation nocturne, elle est pilotée par la régulation du fabricant de la CTA. Donc, on est un peu limité par ses fonctions. Donc, la surventilation s'enclenche lorsque la température est supérieure à 22 degrés pendant la journée. Et il faut que la température extérieure soit inférieure à 18 et qu'elle s'arrête lorsque la température du bâtiment passe en dessous. La limite de ces paramètres, ça serait bien d'avoir une fonction où on fait démarrer la surventilation nocturne quand la température extérieure est inférieure à la température intérieure du bâtiment. En période de canicule, là avec les valeurs actuelles, on descendra jamais en dessous des 18 degrés. Et après, j'aimerais aborder un point sur une erreur de conception que j'ai vue un peu trop souvent. C'est lorsque l'on vient faire une régulation sur les débits, sur sonde CO2, sur sonde de présence. Il faut que cette régulation communique avec la régulation centrale de la CTA pour forcer l'ouverture des registres la nuit. Donc là aussi, j'ai réalisé un enregistrement. Vous pouvez passer au diapo suivant. Donc voilà, sur le petit enregistrement que j'ai réalisé, donc on peut voir qu'on a une différence de température entre le bâtiment rénové et celui existant, qui sont identiques, de 2 à 3 degrés. On peut voir sur les 3 jours de week-end, donc sans présence de personnes, on a une température dans le bâtiment rénové qui est très stable, qui varie très peu d'un jour à l'autre. Par contre, dans le bâtiment existant, on voit petit à petit que le bâtiment va se réchauffer. Donc là, je relance des mesures avec des chaleurs plus importantes et sur une plus longue durée. Et je pense que cette différence de température sera encore plus importante entre le bâtiment rénové et l'ancien. Et après, on peut voir l'influence de l'usage du bâtiment quand ils sont occupés. Le dernier jour, on peut voir l'ouverture des fenêtres qui va réchauffer le bâtiment. Et donc la dernière action, c'est la prise en compte du confort d'été dans la conception de notre médiathèque. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 2012 avec un niveau de performance énergétique BBC et une démarche HQE. Moi, j'ai pu noter deux points pour améliorer ce confort d'été. Donc, c'est la limitation des apports extérieurs avec une double peau en triage métallique et une ventilation naturelle par l'ouverture automatique d'ouvrant pour rafraîchir le bâtiment la nuit.
On peut passer au diapo suivant. Donc là, le fonctionnement des ouvrants, ils sont pilotés par une GTC. Donc, on a pu piloter ces ouvrants comme l'on souhaitait. Donc, j'ai pu noter deux principes de fonctionnement, une ventilation naturelle avec l'ouverture des ouvrants entre 24 degrés et 28 degrés. Donc là, l'avantage, c'est de faire des économies d'électricité parce que lorsqu'on ouvre ces ouvrants, on arrête la CTA. Par contre, on ne prend pas en compte la température extérieure. Et si celle-ci est plus importante que la température dans le bâtiment, on va accélérer le réchauffement du bâtiment. Et la deuxième fonction, là, on est vraiment sur une surventilation nocturne pour rafraîchir le bâtiment, donc qui va être réalisée de 23h à 5h du matin. Pour cela, il faut que la température extérieure soit de 2 degrés inférieure à la température du bâtiment. Et ensuite, on a d'autres fonctions. Donc, il faut que la température extérieure soit inférieure à 25 degrés et la température intérieure supérieure à 24 degrés. Donc là, ces deux dernières valeurs, on va les modifier avec l'exploitant suivant la saison. Et ça, c'est une chose, je pense, qui est importante dans l'exploitation du bâtiment avec une GTC. C'est de garder la possibilité de modifier les valeurs. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné par le son. Merci Thibaut. On a 2 questions. Oui, Ouais. alors j'ai vu sur le coût du film solaire. C'est ça la première. Oui. Donc on était à 100 € le mètre carré, 100 € hors taxe. Donc sur une salle de classe, ça représentait 1500 €. Et les brasseurs d'air? Les brasseurs d'air, on était sur le même coût, 1500 € hors taxe le matériel. Et la dernière Pour une question. classe Pour une classe, 1500 € pour une classe? oui. Oui. Et la dernière question, en quoi Ah, agit le treillage pour le confort d'été? le treillage. Donc le treillage, si on peut revenir à la diapo avec les petites photos. Donc voilà, le treillage, c'est cette double paroi qui fait office de brise soleil qui est posée donc sur les murs. Là, on a la façade sud et sur la toiture. Et aussi, on a des casquettes au-dessus des menuiseries. Très bien, merci. Merci Thibaut. Donc, on vient de voir un certain nombre d'exemples très intéressants sur du retour d'expérience qui confortent la façon d'agir sur ces bâtiments. Donc, en termes de méthodologie, évidemment, plus on travaille sur les besoins et l'existant, le diagnostic de l'existant, plus on sera efficient. Ensuite, isoler, protéger, valoriser, puis limiter. Alors, limiter les apports internes, c'est aussi avant. Choisir des matériaux favorisant le confort d'été. La ventilation naturelle, on a vu tout à l'heure, c'est un enjeu important. On va pouvoir le détailler sur les solutions techniques. Et puis, enfin, mettre en place les solutions alternatives. Alors, diagnostiquer l'existant, c'est, on a vu tout à l'heure, d'abord identifier les facteurs microclimatiques, mais c'est surtout essayer de profiter de tout ce qui est déjà là, de tout ce qu'on peut garder quand on travaille sur un établissement existant. Ici, on est sur l'école des Grangettes à Thonon-les-Bains, où on a travaillé la rénovation avec ici l'élémentaire et ici la maternelle, où dès le concours avec l'agence Techné, on a travaillé sur valoriser ce qui était déjà là. Ici, on a des grandes masses végétales et la cour avait déjà des arbres présents, et donc la valorisation des arbres existants, c'est vraiment un enjeu fondamental. Il faut vraiment faire en sorte de jamais les couper et de travailler le projet à partir de ça. C'est du coup cette question de la végétalisation de l'espace extérieur, c'est un enjeu fondamental. Ici, vous avez l'exemple de l'école des Boutours à Rosny-sous-Bois. Je vous ai assez volontairement pas trop pris d'exemple du Rhône, mais on pourra évidemment échanger
sans problème. Ici, on a une école avec une toiture largement végétalisée, un travail fin sur le lien entre le végétal et les usages. Hein. Évidemment, quand on dit végétal, on dit aussi travailler largement avec les usages. Ici, là, vous avez l'exemple du groupe scolaire Avancia, vers Arieux, où on a une végétalisation du pied de façade, un travail sur les parkings ici, sur la crèche La Mascotte à Saint-Priest, et donc un travail beaucoup important sur la réduction de ces surchauffes. Évidemment, dans l'idéal, si toutes ces écoles pouvaient ressembler à ça, alors évidemment, là, ce n'est pas un exemple en France. On a beaucoup de mal à travailler comme ça dans les groupes scolaires, mais on en rêve quand même. Voilà. Sur l'ombrage aussi, notamment la question de la cour, hein, les cours d'école ou les espaces d'attente, par exemple dans les stades ou les gymnases, on a matière à imaginer avant que le végétal soit là, ou au moins pour certains endroits où on n'a pas forcément capacité à végétaliser, à travailler des systèmes d'ombrage temporaire ou pas temporaire, avec des espaces un peu différents qu'on peut imaginer. Ici, vous êtes sur l'opération Viavino à Saint-Christol, à côté de Montpellier, où on a un grand espace extérieur couvert et qui profite à la fois des brises du vent et du soleil et de la protection du soleil. Donc maintenant qu'on a travaillé l'espace extérieur, la question de l'intérieur, évidemment, et du bâtiment lui-même est fondamentale. On vient de voir la question de l'isolation, qui est un enjeu fondamental. Mais avant tout, et j'ai bien aimé l'impact du film solaire, on a bien évidemment à prendre en compte la question de l'impact du soleil sur les bâtiments. Et c'est cette question qu'il faut questionner tout de suite, quel que soit le bâtiment, qu'il soit neuf, existant. Il faut réduire les apports solaires et protéger par l'extérieur toutes les orientations. Pareil, d'habitude, c'est un petit jeu que je fais faire sur, à votre avis, quelles sont les façades qui reçoivent le plus de rayonnement, qu'ils soient directs ou diffus, en fonction de l'orientation. En hiver, évidemment, la façade qui reçoit le plus de rayonnement et d'énergie, c'est la façade sud. Mais en été, les façades qui reçoivent le plus de rayonnement, ce sont les zones horizontales. Attention aux verrières, c'est des espaces qui vont surchauffer de façon importante. Les façades ouest, les façades est sont encore plus à protéger que les façades sud. Et alors, cette fameuse façade nord, où on nous dit tout le temps, mais il n'y a pas de soleil au nord. Effectivement, il n'y a pas de soleil, très peu de soleil direct, si ce n'est en début de journée, parce qu'on n'est pas toujours, ou en fin de journée, on n'est pas toujours orienté plein nord, mais même quand on est orienté plein nord, on a la moitié de l'énergie du sud qui est présente au nord, et c'est le rayonnement diffus, et c'est la voûte céleste qui nous amène cette lumière, cette quantité d'énergie. Donc même au nord, on protège les vitrages, évidemment, idéalement par l'extérieur, mais au nord, on peut travailler à la fois une protection, un vitrage éventuellement à contrôle solaire, même si c'est une question importante sur la question de l'éclairage naturel. Et puis, sinon, on peut mettre des stores. Et là, un exemple d'un gymnase où on travaille évidemment sur ces gymnases, on a envie d'avoir de la lumière, mais il faut vraiment protéger de façon très importante. Et cette protection solaire, c'est un enjeu de travail avec les architectes. Et c'est toute l'équipe, y compris la maîtrise d'ouvrage, qui est concernée par ce travail de l'intégration de la protection solaire. Ici, vous avez le lycée Jean Jaurès à Montpellier. Donc, vous voyez ici à la fois des casquettes, donc pas forcément des stores. On a plein de types de protection solaire importantes, des casquettes, et une casquette qui va jouer également un rôle d'étagère à lumière, puisque en projetant la lumière ici, on va renvoyer dans les salles de classe plus de lumière. Ici, à nouveau, un rôle de brise-soleil et de casquette qui va jouer des rôles sur le confort. Donc, bien ça, c'est vraiment à mémoriser. La question de la protection solaire, c'est vraiment l'enjeu fondamental de tous ces bâtiments,
d'abord les protéger, c'est vraiment un enjeu important. Valoriser l'inertie et la perspirance, pareil, on a vu dans les exemples le travail sur la laine de bois en isolation intérieure. Donc évidemment, dès qu'on peut, travailler sur des matériaux qui vont avoir un effet positif sur le confort d'été en régulant l'humidité. On a vu tout à l'heure que c'était un enjeu important, la régulation de l'humidité de l'air et favoriser le transfert thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Et sur les bâtiments existants, profitons du déjà là. Évidemment, quand on a 45 cm de pierre, ben on se dit que c'est quand même déjà pas mal pour aussi la question du confort d'été. Par contre, là, on a toujours un arbitrage à trouver entre l'isolation thermique, l'architecture et le confort d'été. Donc, c'est tous ces sujets qui sont vraiment fondamentaux à regarder dans les bâtiments existants ou neufs d'ailleurs. Et puis, on peut aller jusqu'à la paille, la terre crue. Voilà, il y a plein d'enjeux, plein de solutions à imaginer. Un facteur important, on a vu tout à l'heure également la question de la surventilation nocturne, l'impact en termes de température, puisque la nuit, quel que soit l'endroit où on est, même lorsqu'on a un îlot de chaleur urbain, la nuit, il fait toujours plus frais en début de matinée que la journée. Donc, profiter de toutes ces frigories, de tout cet air frais, c'est ce qu'il y a le plus important à faire. Parce qu'effectivement, selon l'endroit ou le type d'usage, une salle de classe va se réchauffer éminemment la journée, à la fois par les apports extérieurs, mais surtout les apports internes. Et donc, il va falloir évacuer cette chaleur la nuit ou en mi-saison. Je reviens sur ce que disait Florence tout à l'heure, sur le constat que la mi-saison, c'est presque les périodes les plus inconfortables. Là, à nouveau, l'enjeu mi-saison, c'est protéger. Le soleil, il est là, il est toujours là, et ventiler. Donc, les deux impacts sont éminemment importants. Prévoir des ouvrants, et ça, malheureusement, je vois encore des bâtiments neufs qui n'ont pas d'ouvrants, qui sont totalement vitrés en façade sud, par exemple, parce qu'on a dit on n'ouvre pas parce qu'on veut faire passif et qu'on ne doit pas ventiler parce qu'on ne veut pas rafraîchir. Et si c'est évidemment fondamental de prévoir des ouvrants, alors ça doit être travaillé à plein de façons différentes, parce qu'effectivement, qui dit ouvrant dit gestion du nocturne et de l'intrusion, dit gestion de la pluie, dit gestion aussi des oiseaux. Voilà, il y a plein de questions et aussi gestion incendie. Il y a plein de questions à imaginer sur cette question de l'ouverture vers l'extérieur, mais c'est là notre plus grande réserve de fraîcheur. Et on peut s'aider du tirage naturel. Tout à l'heure, on regardait les débits liés à la double flux en surventilation, où on était à 2 volumeurs. Voilà, ça c'est ce qu'effectivement l'air hygiénique est capable de nous faire. Le free cooling, l'ouverture des fenêtres, la ventilation naturelle, on peut aller de 10 à 30 volumeurs. On n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de rafraîchissement, et plus on ventile, plus on rafraîchit. Là, on est sur la question de l'évapotranspiration et liée à la fraîcheur de la vie. Et pour ça, on a plein de façons d'intégrer la ventilation naturelle. Même la ventilation mono-orientée va permettre de créer un débit de renouvellement d'air, une ventilation, un rafraîchissement intérieur. Mais évidemment, plus on va vers la ventilation traversante et plus on peut travailler sur d'autres capacités à ventiler et à profiter notamment du tirage thermique, plus on va avoir des capacités de ventilation importantes. Et puis, une fois qu'on aura mis en œuvre toutes ces questions, on va avoir à mettre en œuvre les solutions alternatives. Mais c'est uniquement une fois qu'on aura tout fait. Parmi ces solutions alternatives, j'en ai listé là un certain nombre, il y en a déjà qu'on a vu et qu'on reverra tout à l'heure. Mais il y en a d'autres. On a les brasseurs d'air ici, mais quand on dit les brasseurs d'air, c'est surtout aussi profiter tant que possible de l'inertie du plafond si on n'est pas en matériaux biosourcés, ou même quand on est sur du matériau biosourcé, sur un plancher bois ou d'autres types de planchers, on a capacité à profiter de cette dalle, et ça veut dire ne pas avoir de plafond, de faux plafond continu partout.
Donc ici, vous avez un autre dispositif qu'on a testé à l'école de Chantratel, qui est à côté de Clermont-Ferrand, qui a été livré en 2013. Donc en 2013, on avait notre première extension en bois, donc tout était en léger. Donc à l'époque, on maîtrisait un peu moins cette question du confort d'été, en tout cas lié aux matériaux bois. Aujourd'hui, on sait qu'on peut trouver toutes les solutions, y compris avec des matériaux légers, par plein d'autres apports d'inertie ou de matériaux alternatifs. Mais par mesure de précaution, on avait mis en place des plafonds à changement de phase. Donc, c'est des plafonds qui permettent, dans les faux plafonds, on a un gel qui permet de réguler la température de la pièce. Et le retour d'expérience est extrêmement intéressant sur cette école. Il n'y a vraiment aucun problème d'inconfort. Évidemment, on avait fait le reste avant, hein, la protection solaire, tout ce que j'ai dit, et le niveau d'isolation, évidemment. Dans les brasseurs d'air, ici, plusieurs exemples. Un bâtiment rénové, alors pas forcément un bâtiment public, mais c'est des choses qui peuvent exister dans un bâtiment public. Enfin, si, c'est un bâtiment de la métropole de Lyon, donc c'est un bâtiment public. La French Tech à Confluence, qui est un bâtiment rénové dans une ancienne halle, non climatisée, où on a y compris des densités importantes de population avec des espaces de coworking, donc des questions aussi d'apport interne important. Ici, vous avez un zoom sur l'école de Grézieux-la-Varenne, qui a effectivement également son brasseur d'air, mais vous voyez également ici le petit système de ventilation qui n'est pas que sur les fenêtres. On peut imaginer cette ventilation naturelle en dehors de la baie. On peut travailler différemment aussi cette question. Voilà. Un autre système qui a été mis en œuvre d'ailleurs à la Tour de Salviani en 2003, qui commence à dater, un puits provençal ou canadien, selon qu'on veut rafraîchir ou chauffer, et qui est un système qui est quand même intéressant. Après, il est effectivement à mettre en œuvre plutôt dans le neuf, et qui n'est pas à mettre en œuvre partout. Il a pas mal de contraintes techniques, évidemment, en fonction du sol, mais qui peut être une opportunité intéressante, notamment dès qu'on a des mouvements de terrain importants sur les opérations. Ainsi, on rappelle, qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre? D'abord, bien dimensionner les vitrages, bien dimensionner les protections solaires, travailler les apports internes. Alors, on en a peu parlé, mais c'est tout ce qui ne va pas consommer d'énergie sera autant d'apports internes en moins à gérer dans le bâtiment. Travailler la ventilation et notamment la surventilation nocturne, qui sera valorisée par la quantité d'inertie qui sera présente dans le bâtiment, renforcer l'isolation et enfin avoir recours à des systèmes passifs. Je passe la parole à Madame Homer sur la ville de Vénissieux. Karine, on avait des questions sur les brasseurs d'air. Sont-ils acceptés en crèche, particulièrement dans la période Covid? Donc, il y a une personne qui répond non, ni climatisation ni ventilation pendant le Covid. Alors, c'est une vraie question, la question du Covid, évidemment, on se la pose tous. On va espérer que ça ne va pas durer que ça ne sera pas que ça, mais voilà. Donc, effectivement, les brasseurs d'air, alors, moi, j'interprète pas ça tout à fait comme interdit, en fait. Eh bien, c'est pas tout à fait aussi clair que ça. La question qui est posée dans les différents textes qui sont parus, y compris par les organismes de santé, de haute santé publique, c'est la question de transfert, effectivement, des polluants et surtout la ventilation hygiénique. Donc, par définition, il faut ventiler de façon importante les locaux. Donc, ça veut dire que quand les fenêtres sont ouvertes, on renouvelle suffisamment l'air. Vous avez vu, on peut atteindre jusqu'à 10 volumeurs. Une fois qu'on est sur 10 volumeurs de renouvellement d'air, la question du brasseur d'air ne va pas se poser. La question du brasseur d'air va se poser si on est en circuit fermé et surtout si on est sur des débits hygiéniques très faibles, qui sont d'ailleurs une vraie question dans les établissements scolaires et les crèches, parce qu'aujourd'hui, si on est sur les débits réglementaires, on n'est pas du tout suffisant en termes de renouvellement d'air pour les enfants. Donc, c'est vrai que la question, elle est surtout sur le renouvellement d'air. Pour nous, le plus important, c'est renouveler l'air le plus possible. Et c'est vrai que la ventilation naturelle, par exemple,
dont on parlait rapidement et que je pourrais montrer sur un autre projet, et une solution intéressante. Et du coup, il y a aussi une autre personne qui signale que les films solaires sur les vitrages génèrent des risques de fissures. Et il y a un retour d'assurance par rapport à ça. Ah, ben ça, c'est la question de la surchauffe. Je pense que c'est effectivement les questions de surchauffe. Je pense que c'est plutôt des questions de pose. Là-dessus, je dirais que c'est plutôt des questions de malfaçon ou de pose. Il ne faut pas qu'effectivement on crée, selon l'endroit où on pose, un endroit de surchauffe fort. Mais ça, on a cette question, par exemple, dans les protections solaires, j'en ai pas parlé, mais il y a une technique qui est très appréciée du point de vue de l'esthétique, qui sont les vitrages, qui sont les protections solaires intégrées au vitrage, qui posent des vraies questions de surchauffe à l'intérieur des vitrages. Donc, il faut être aussi vigilant à ça. Merci. Et du coup, il y a une autre question sur la possibilité, enfin, s'il y a un logiciel qui permet de dimensionner les protections solaires. Si possible, simple et gratuit. Simple et gratuit. Oui, en ligne, il y a quelques petits outils pour dimensionner. Après, il y a des outils qui servent à… notamment, il y a un outil qui est payant, mais dont une version gratuite existe, qui s'appelle ArchiWizard, qui permet, une fois que le bâtiment est modélisé, de voir l'efficacité du bâtiment, de la protection solaire sur les bâtiments. Et puis après, c'est plutôt des calculs d'ombrage. Et en général, les protections solaires, on a des données fabricants pour aider. Mais effectivement, c'est à regarder la capacité à protéger toute la journée. Très bien, merci. Donc la parole à Marie-Joseph Omer pour Vénissieux. Bonjour à tous. Parfait. Alors, partage d'expérience donc sur ce confort d'été et sur les actions que met en place la ville dans cette thématique. Par rapport au patrimoine communal, un patrimoine qui se compose de 175 établissements avec plus de 200 000 m² de bâti. Et pour la thématique qui va nous concerner un petit peu plus, effectivement, 21 groupes scolaires, 11 crèches et à peu près 16 gymnases. Et quelques bâtiments emblématiques comme la médiathèque, le cinéma, l'école, le musique ou le théâtre, et sur lesquels il y a effectivement des préoccupations fortes en termes de confort d'été. Également 2 résidences pour personnes âgées qui font partie des publics sensibles. En termes de contexte local et d'objectifs, j'imagine que toutes les communes partagent ce constat. On a des besoins exprimés en termes de confort d'été qui sont de plus en plus importants. Si vous avez changé, Florence. Vous m'entendez? Je suis avec le micro. On vous entend, hein. Elle doit entendre aussi. J'avais coupé mon micro, en fait, le temps que je retrouve. Je ne vois pas l'écran, moi, que vous partagez, donc c'est pour ça que du coup, je ne sais pas si vous avez pu changer ou pas. Ah oui, je suis dans contexte local et objectif. D'accord, parfait. Oui, donc des besoins exprimés en termes de confort d'été de plus en plus importants, que ce soit pour les usagers de nos établissements publics, les groupes scolaires, la petite enfance, mais aussi pour les agents sur leur lieu de travail. On a aussi un contexte climatique avec des périodes de canicule et de forte chaleur plus nombreuses, plus étalées, et qui impactent du fait de plus en plus les groupes scolaires, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années en arrière. On a la difficulté de faire face à des situations inégales entre les différents bâtiments et qui créent effectivement des problèmes de cohérence dans les situations des agents ou des usagers. Et une volonté politique et une conscience de devoir répondre à ces problématiques, malgré toutes les contraintes que ça apporte, notamment les contraintes d'enjeux environnementaux de maîtrise des consommations, ce qui conduit effectivement à réfléchir à des solutions autres que des installations de climatisation. Le constat aujourd'hui est un petit peu l'état des lieux pour la ville de Vénissieux. On a certains bâtiments équipés en climatisation ou rafraîchissement, de par leur conception initiale et leurs usages spécifiques. L'hôtel de ville, la médiathèque, le cinéma, l'école de musique, principalement nos équipements un peu phares avec des
bâtis qui impactent forcément sur ce confort d'été. Et puis, on a une décision municipale d'équiper en climatisation les établissements qui reçoivent du public sensible. Les résidences pour personnes âgées, où on a une salle commune qui est climatisée ou rafraîchie. Les salles de classe qui sont installées dans des bungalows, puisque Vénissieux a des contraintes fortes en termes d'augmentation de population et a cette obligation d'installer des bungalows provisoires ou parfois définitifs dans les groupes scolaires pour pallier à l'augmentation du nombre d'enfants qui sont accueillis. Dans les crèches, où on fournit en général un climatiseur mobile, et puis dans des équipements spécifiques comme les mairies annexes qui reçoivent du public sensible ou la médecine professionnelle. Dans ce cadre-là, on a plusieurs domaines d'intervention. On a d'abord une réflexion qui est à adapter en fonction des bâtiments et des usages. Sur les bâtiments existants, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, mais il est difficile d'intervenir directement sur le bâti pour traiter spécifiquement cette question du confort d'été. Et donc, ça oblige à faire une rénovation globale, ce qui est effectivement relativement compliqué au vu du périmètre important, au vu des contraintes budgétaires que peuvent connaître les collectivités. Et pour Vénissieux, au vu de la pression aussi forte sur la construction, par exemple, de nouveaux bâtiments, qui, du coup, a un impact sur la baisse des rénovations globales de nos autres installations. D'où l'idée d'expérimenter des équipements complémentaires pour améliorer le confort d'été. On a par contre des enjeux importants, effectivement, sur les nouvelles constructions. On essaye de s'en saisir avec une évaluation systématique de l'impact des solutions proposées en termes constructifs sur le confort d'été, sur l'isolant, sur les toitures végétalisées, sur l'orientation des façades, l'aménagement extérieur et puis les brises-soleil, avec les difficultés aussi de sécurisation des bâtiments qui sont parfois un petit peu, qui apportent des contraintes supplémentaires, notamment par rapport aux protections solaires extérieures. Et puis, des actions de sensibilisation et d'accompagnement qui me semblent, moi, essentielles dans nos équipements et qui permettent en tout cas de pallier un certain nombre de difficultés quand on ne peut pas forcément intervenir de manière sur le bâtiment ou en tout cas en rajoutant des équipements complémentaires. Sur la mise en place d'équipements complémentaires, on a testé sur un certain nombre de nos bâtiments les films solaires sur les crèches ou la médiathèque où on a des façades complètement vitrées avec des expositions toutes les expositions, on va dire, possibles. Le retour d'expérience qu'on en fait, c'est que c'est effectivement adapté pour une protection directe des rayons du soleil, mais finalement assez peu efficace pour une vraie baisse des températures intérieures ou un ressenti amélioré. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, l'effet confort provient surtout du fait qu'on n'a plus de rayonnement direct sur l'occupation des locaux, plus que sur la diminution des températures, ce qu'on avait pu constater par des relevés de température. Alors, on a effectivement une petite baisse, mais qui est, on va dire, pas énormément sensible par rapport à l'installation des films et au coût que ça peut représenter, avec effectivement l'investissement assez important. Moi, j'ai mis de l'ordre de 65 et 80 euros hors taxe du mètre carré. En sachant que si on veut effectivement maintenir une luminosité, ne pas apporter vraiment de modification par rapport à la luminosité naturelle, on est obligé de partir sur des films qui sont relativement, en tout cas, assez passants et donc avec une efficacité contre l'apport solaire moindre. Un deuxième système qu'on a installé, et là pour le coup qu'on a beaucoup éprouvé, c'est les déstratificateurs. On les a beaucoup éprouvés l'hiver en termes de confort et de diminution des consommations énergétiques. Et on a de très bons retours des occupants. On souhaitait faire le test en été dans les gymnases en utilisant en fait les ouvertures en toiture pour faire l'évacuation de l'air chaud. Cet été, avec effectivement les problèmes de crise sanitaire et de mesures de protection pour le Covid, ça ne va pas être possible.
Mais on a aussi testé un déstratificateur dans des bureaux avec un retour très mitigé des utilisateurs, car en fait, ils n'ont pas ressenti suffisamment de mouvement d'air et donc ont eu un constat d'amélioration assez faible. Ils avaient l'impression d'avoir vraiment une amélioration du confort quand ils étaient sous le déstratificateur, mais sur le reste de la pièce, une amélioration peu perceptible. En réflexion sur des équipements complémentaires, on travaille sur des modules de rafraîchissement adiabatique installés sur des centrales de traitement d'air, qui est une solution sobre en consommation énergétique et qui permet de diminuer les températures de soufflage. Mais là aussi, l'investissement est assez important et limité à certaines installations, ne pourra pas être applicable de partout, notamment dans les groupes scolaires. Donc, on a un projet sur un équipement de bureau pour l'année prochaine. Et on travaille également cet été sur la réversibilité des pompes à chaleur pour voir quel peut être l'effet dans un de nos groupes scolaires en termes d'amélioration du confort d'été. Sur l'expérimentation proprement dit que l'on est en train de mener sur les brasseurs d'air et les brumisateurs, l'objectif de cette expérimentation était de tester plusieurs systèmes, plusieurs usages et plusieurs publics. Donc, j'ai décrit un petit peu le déroulé de cette expérimentation parce qu'il me semble intéressant d'avoir l'ensemble de ces étapes pour ensuite arriver à potentiellement une généralisation ou en tout cas une politique, une stratégie de déploiement. Donc, on a fait valider l'expérimentation, notamment le choix des sites et des locaux avec les directions de mission, donc notamment la D2E, pour dans quel site on allait le faire, quels étaient les sites où il y avait le plus de mécontentement, le plus de retours, le plus de besoins, en termes des usages également, notamment dans la période d'été. Et puis, on a validé l'expérimentation au bureau municipal par nos élus. Une réunion d'information préalable avec les établissements était prévue début mars, mais n'a pas pu être tenue en raison de la crise sanitaire. Donc, on a fait une note d'information pour impliquer dès le début les utilisateurs dans l'expérimentation. Et puis, on a un volet expérimentation et évaluation qui est important sur les volets techniques et financiers, donc sur les travaux, la mise en œuvre et les difficultés en fonction des différents types de bâtiments et de conception. Sur le volet exploitation-maintenance, parce que l'installation de ces équipements complémentaires génère forcément des coûts d'exploitation, des coûts de maintenance derrière. Donc, il est important de se poser dès le départ la question de comment on les fait, qui va les faire et le coût que ça représente. Et puis, un volet satisfaction usager avec une enquête qui sera menée auprès des utilisateurs sur l'efficacité des systèmes et les points d'amélioration dans l'objectif peut-être d'une généralisation après. Donc, ces installations ont été réalisées en début d'année, mais effectivement ne pourront pas être mis en place ou en tout cas testés de manière totale en raison de la crise sanitaire. Pour revenir un peu plus en détail sur les brasseurs d'air, on a retenu plusieurs sites différents. Un restaurant scolaire avec les salles de restauration élémentaire et primaire. On a retenu des salles de classe dans des groupes scolaires, mais également élémentaires et maternelles, une crèche et des locaux bureaux information jeunesse qui font à la fois où on a des agents qui travaillent, mais en même temps des locaux qui reçoivent du public, notamment du public sensible. L'idée était d'avoir un panel d'usages assez varié pour pouvoir tester quels étaient les systèmes les plus adaptés en fonction justement de ces usages. Sur les équipements eux-mêmes, on a choisi plusieurs types de brasseurs. On a d'abord pris des brasseurs à pales et sans pales. Et puis, on a pris plusieurs dimensionnements de brasseurs et plusieurs marques pour là aussi avoir un panel de tests un peu plus important. Pour rentrer un peu plus dans le détail des modalités d'installation, puisque ça fait aussi partie du volet exploitation-maintenance ensuite, une seule télécommande par salle fixée au mur pour en garantir la pérennité, des hauteurs qu'on a voulu volontairement mettre assez basses
puisque par exemple, dans le restaurant scolaire, on a une hauteur sous plafond qui était de l'ordre de 4,50 m. Donc, on a volontairement redescendu les brasseurs pour tester à un niveau plus proche, en tout cas, des utilisateurs. Et puis, des circuits spécifiques avec horloge pour des mises hors service en cas de la nuit, par exemple, ou en cas d'inutilisation des locaux, et être sûr que ce ne soient pas des systèmes qui fonctionnent sans avoir d'utilisateurs à l'intérieur des locaux. Pour les brasseurs d'air, le montant des travaux est de 31 000 € hors taxe, avec fourniture et pose. Pour l'expérimentation sur les brumisateurs, on a retenu 3 groupes scolaires qui sont également utilisés en périscolaire et en centre de loisirs, et qui permet du coup d'avoir une plage de test un peu plus large que le simple temps scolaire. On a mis des rampes inox ou souples installées sous les préaux de manière à conforter les zones déjà ombragées comme des zones de fraîcheur, avec une armoire mutualisée pour plusieurs préaux. Un coffret de commande accessible, ça c'est aussi important parce que l'idée était d'avoir une gestion par les utilisateurs qui soit souple et qui soit autonome pour que le système soit facile à utiliser et qu'il soit donc utilisé. Et puis une horloge également pour la mise en hors service des installations le soir, et puis pour un problème de sécurité également, puisqu'on a certains sites qui peuvent être visités et squattés les week-ends ou la nuit. Et donc, on ne voulait pas que ces installations puissent être dégradées ou détournées. Donc, un montant des travaux de l'ordre de 25 000 € hors taxe en fourniture et pose. Et le dernier point sur lequel je souhaitais partager un petit peu le domaine dans lequel on intervient, c'est la sensibilisation et l'accompagnement des équipements. D'abord, quand on livre des bâtiments neufs, on s'est aperçu en fait qu'il y a beaucoup d'attentes sur ces bâtiments neufs et qu'il y a quand même une nécessité d'expliquer comment le bâtiment a été conçu, comment il fonctionne, et c'est ce qui permet de garantir aussi qu'il soit bien utilisé. Et cela permet aussi d'éviter les idées reçues d'un confort maximal, qui est le risque quand on a un bâtiment neuf. Donc, on fait des petits documents de communication que l'on vient présenter et partager avec les utilisateurs de ces bâtiments. On travaille aussi avec les différents équipements en cas de difficulté, en cas d'inconfort, de problématiques de panne, de dysfonctionnement. Donc, c'est un travail en fait vraiment de communication, un peu vulgarisation des installations, avec des campagnes d'enregistrement pour systématiquement objectiver les difficultés et les dysfonctionnements. Et puis, des études d'amélioration avec des propositions de solutions qui peuvent aussi émaner des exploitants. Et le fait d'avoir ce travail de communication et partagé permet de lever un certain nombre de difficultés uniquement par ce biais d'explication et de communication. On a aussi une attention portée aux demandes de dépannage et de réclamation. En fait, l'idée est d'apporter cette attention pour prendre en compte les demandes et considérer que chaque demande peut être fondée. Et donc, avec la mise en place d'une adresse mail générique partagée, une réponse systématique de bonne prise en compte des demandes, et puis des actions mises en place pour essayer de réduire systématiquement les délais d'intervention des équipes, de manière à ne pas laisser traîner le problème. Et cette prise en compte des demandes, elle est aussi importante dans la perception que vont avoir les utilisateurs de la gestion du bâtiment. Et enfin, une modification de nos approches pour un meilleur dialogue avec les utilisateurs. Nous, en tant qu'exploitants des installations techniques, on intervient sur ce volet uniquement et on a besoin d'avoir le retour des utilisateurs sur comment le bâtiment fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive sur une utilisation qui est optimisée. Donc ça, c'est valable que ce soit pour le confort d'été ou pour le confort d'hiver ou pour des dysfonctionnements autres que ces problèmes thermiques. Donc, on mène des enquêtes de confort et usage, notamment sur certains groupes scolaires.
On a des rencontres avec les directions d'équipement, les directions support pour comprendre comment fonctionnent exactement ces équipements, comment fonctionnent les équipes qui font les entretiens ou comment fonctionnent les enseignants et comprendre les difficultés rencontrées et les solutions proposées par les utilisateurs de manière à aboutir à un mode de fonctionnement qui soit partagé et qui corresponde aux besoins et aux attentes des exploitants et des équipes techniques qui assurent l'entretien et l'exploitation. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci. Du coup, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Du coup, Karine, je vous laisse reprendre la main, puis après, il y aura Claire Villasi pour VAD qui interviendra pour présenter Alors, les outils. excuse-moi Florence, il y a une question. Il y a des questions, pardon. Oui, est-ce que les brumisateurs demandent beaucoup d'entretien et de vérification? Alors pour l'instant, on l'a pas testé en vrai, mais on s'est quand même effectivement beaucoup intéressé à la question. L'entretien semble assez léger, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise hors, entre guillemets, hors gel, c'est-à-dire que quand la saison est terminée, on a quelques petites opérations de maintenance pour vider le réseau, vérifier si les filtres ont besoin d'être changés. Et puis, lors de la remise en service, il y a une opération qui est à faire de nettoyage du réseau avec un produit spécifique et une analyse de la qualité d'eau une fois que le circuit a été remis en service et nettoyé pour vérifier que l'eau qui sera brumisée est de qualité correcte. Voilà, pour l'instant, les seules actions qui nous semblent être à mettre en œuvre pour ces brumisateurs. Il y a une personne qui pose la question de la légionelle, les risques de légionelle avec ce type d'équipement. Alors, on s'est également posé la question et ce que nous a répondu l'installateur, en fait, et c'est comme ça que sont faites les installations. En fait, on n'a pas de stagnation d'eau. C'est-à-dire que la brumisation se fait par cycle. Donc, on a un cycle de brumisation, un cycle de repos. Et à la fin de chaque cycle de brumisation, le système et l'ensemble des tuyaux de brumisation se vident complètement. Donc, normalement, il n'y a pas de risque de légionelle puisque pas de stagnation d'eau. Très bien, merci pour cette réponse. On a déjà installé un système de brumisation dans un parc, alors qu'il ne fonctionne pas avec le même système de rampe, mais qui fonctionne quand même très bien et sur lesquels on n'a pas de problème de légionelle spécifique. Du coup, vous faites une analyse en début de saison, c'est ça? Oui, c'est ce qui est prévu, ouais. Et là, toute la question que je posais tout à l'heure en termes d'évaluation de ce volet exploitation-maintenance, c'est est-ce que ces analyses peuvent être faites par les équipes en interne? Est-ce qu'il faut les confier à une entreprise? Est-ce qu'il y a un coût? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver à évaluer à la fin de l'expérimentation si on a un objectif de déployer ces installations sur plusieurs sites. Très bien, merci beaucoup. Karine, du coup. Donc, l'exemple d'un groupe scolaire à Bourgoin-Jallieu qu'on a livré il y a quelques années maintenant, qui est un groupe scolaire en centre-ville qui avait une vraie demande en termes de performance environnementale et sur lequel on a installé on est à bord d'un partage des... du coup, le groupe scolaire est situé à proximité d'un parc en centre-ville. Et le choix qu'on a fait sur ce projet, c'était surtout de mettre en place une ventilation naturelle par tourelle. Donc, c'est un système de double flux par tourelle de ventilation naturelle. Et évidemment, travailler tous les autres paramètres qu'on a évoqués jusqu'ici. La question des protections solaires, la question des ouvrants, la question de l'optimisation des
des vitrages. Donc, on est sur des principes de bâtiment traversant à chaque fois, hein, avec les salles de classe au sud et au nord. Donc, ce système de ventilation naturelle, c'est un système qui est aujourd'hui distribué par Velux, qui est un système de double flux qui prend l'air à l'extérieur et qui le ramène à l'intérieur sur une petite tourelle qu'on place pour chaque salle de classe. C'est un système qu'on a posé avec l'agence Techné, qui est le concepteur de ce groupe scolaire avec nous, également sur le groupe scolaire de Vancia et qui a été instrumenté par le fabricant qui s'appelle Monodrof. Et donc, qui permet de fonctionner soit dans un système de double flux à l'échelle de la salle de classe, mais également, si on ouvre les fenêtres, de fonctionner comme une tourelle de ventilation naturelle. Peut-être ça se voit sur la petite coupe. Ici, on peut travailler sur un système de prise d'air dans les ouvrants en façade et avoir une cheminée, donc de travailler qu'en effet cheminée, notamment la nuit, quand on travaille sur la décharge du bâtiment. Alors, ce bâtiment, il a été instrumenté. On voit ici tous les systèmes de protection solaire, y compris les circulations. Hein, c'est vraiment un enjeu important. Le système de ventilation double flux. On voit ici un ouvrant de ventilation protégé particulièrement spécifiquement. Des systèmes de ventilation naturelle, de protection solaire différents. Ici, c'est du store-toile. Et on a eu une mission de suivi sur ce bâtiment pour pouvoir montrer si les consommations de chauffage étaient à la hauteur de ce qui était attendu, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui. On va dire que oui, on a attendu. La qualité de l'air intérieur, parce qu'effectivement, on était sur un système innovant hein, de ventilation. À l'époque, on n'avait pas de retour encore et on a pu mesurer la qualité de l'air intérieur et mesurer que le système fonctionne en ventilation naturelle. Et surtout, sur l'été, on a pu mesurer la canicule de 2015 et un fonctionnement, et notamment 37 degrés à l'extérieur avec un maximum de 29 degrés dans les salles de classe, sans valoriser la ventilation nocturne que je vous disais tout à l'heure. Et les fenêtres n'étaient pas ouvertes, ils n'avaient pas estimé que c'était nécessaire. À l'époque, ils étaient suffisamment confortables, mais du coup, on a vraiment un enjeu fort. Aujourd'hui, on sait que si on met en place les dispositifs, ça marche et on a effectivement, et là on n'a même pas de brasseur d'air, donc on est sur des systèmes qui fonctionnent avec un retour utilisateur satisfaisant. Voilà, j'ai fait très rapide. Je laisse la parole à Claire. Oui, bonjour. Donc, je suis Claire Villazzi et je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. L'objectif, pour terminer ce webinaire, c'était simplement de faire mention de différents outils, différentes démarches sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi sur ces questions de confort d'été. Alors, en quelques mots, l'association Ville et Aménagement Durable, c'est un réseau de professionnels sur les questions de construction et d'aménagement durable. Le fondement vraiment de notre action, c'est le retour d'expérience et c'est bien, voilà, la matinée de ce matin, ça rentre bien dans la philosophie générale de VAD, c'est vraiment partager les expertises, partager les bonnes pratiques pour avancer plus rapidement ensemble sur ces questions de ville et d'aménagement durable. Aux différents outils, en particulier au sein de VAD, différentes actions collectives sur des sujets divers, alors qui sont un peu éloignés parfois de la thématique de ce matin. Mais voilà, on a par exemple un groupe de travail autour de la santé dans le bâtiment, aussi tout un travail autour de la future réglementation environnementale 2020 et en particulier forcément aussi comment ces questions de santé et de confort vont être prises en compte dans cette future réglementation. Voilà, donc vous avez un peu la liste des différentes thématiques qui sont traitées au sein de ces groupes de travail. Alors, par rapport vraiment spécifiquement à ces questions de confort d'été, alors déjà, sur le site internet de VAD, vous avez un observatoire en ligne où vous pouvez, sur des bâtiments neufs, mais aussi des réhabilitations, chercher spécifiquement ce qui a pu se faire dans les meilleures pratiques, on va dire, sur
voilà, à la fois des groupes scolaires, des gymnases, etc. Donc, voilà, par exemple, quelques exemples qui vous ont été présentés par Karine Lapré. Certains de ces projets ont été documentés via voilà, des fiches opérations, des reportages chantiers. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur l'Observatoire pour avoir accès à ces informations. Et puis aussi quelque chose qu'on mène depuis plusieurs années, c'est le dispositif Rex Bâtiment Performant qui est piloté par l'Agence Qualité Construction et qui permet d'apporter pas mal d'enseignements sur le fonctionnement réel des bâtiments. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis plusieurs années, on documente beaucoup toutes ces nouvelles conceptions de bâtiments et puis ces réhabilitations très performantes. Là, on voit par exemple un exemple d'une réhabilitation d'un groupe scolaire à Dardilly avec, comme vous avez pu le présenter auparavant, des rénovations globales avec une stratégie vraiment générale à la fois sur voilà, l'environnement, sur l'enveloppe, sur ensuite des dispositifs passifs ou en tout cas à faible consommation énergétique pour atteindre voilà, les performances escomptées. Par exemple, cette réhabilitation à Aix-les-Bains, une opération assez intéressante puisqu'elle a été lauréate du trophée bâtiment santé en 2015 et qui a vraiment eu une approche très globale sur les différents conforts. Voilà, avec une isolation par l'extérieur, ces étagères à lumière, comme cela vous a été également présenté précédemment, qui ont l'intérêt d'amener de la lumière naturelle tout en traitant de manière passive la question du confort d'été. Ou alors cette réhabilitation d'un centre social en Isère avec de l'isolation par l'extérieur en laine de bois, des protections solaires, et puis couplé à la ventilation simple flux ou double flux, de la surventilation nocturne. Mais finalement, en fait, il y a quelques années, via un groupe de travail évaluation, l'objectif, ça a été de se dire finalement quelle est la performance réelle des dispositifs permettant le confort d'été, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait assez peu de documentation là-dessus et du coup assez peu d'éléments pour aider justement les concepteurs, les maîtres d'ouvrage à prendre quelques décisions. Donc, c'est une enquête qu'on avait commencé à enclencher là, il y a 2 ans et qui finalement aujourd'hui se poursuit. On est vraiment en attente de vos retours d'expérience et ces campagnes que vous menez pour justement les diffuser au plus grand nombre. Là, c'est simplement pour donner quelques exemples. Là, c'était des bureaux dans un bâtiment patrimonial où finalement, par la mise en place de géocooling, un confort d'été sur ce bâtiment qui a réussi à être rendu passif, un confort qui a été au rendez-vous, mais avec voilà, le rôle de l'utilisateur qui a vraiment été souligné, une fenêtre ouverte au mauvais moment qui pouvait vraiment impacter très durablement finalement la période d'été de ce bâtiment. Et là, voilà, avec un choix d'automatisation des stores qui était assez déterminante justement pour réussir à maîtriser ces questions de confort d'été. Donc voilà, vous aurez le support avec les différents dispositifs de confort d'été qui ont été mis en œuvre pour atteindre ce confort. Là, c'est l'exemple d'une école élémentaire à Saint-Priest où, grâce à de l'instrumentation et un suivi sur 2 ans, il a pu être mis en évidence que le puits canadien permettait un gain de 4 degrés par rapport à la température extérieure et permettait vraiment de limiter l'amplitude de température intérieure à 2 degrés sur une journée. Ou enfin, ce troisième exemple, mais je ne m'attarderai pas vu que Karine en a déjà parlé. L'enquête qu'on mène depuis plusieurs années, donc avec l'Agence Qualité Construction, le mérite, c'est qu'elle permet vraiment d'être sur de l'audit in situ finalement de bâtiments et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là, c'était simplement pour vous citer quelques exemples de châssis qui sont parfois rendus fixes pour différentes raisons et qui, au final, à l'usage, en particulier sur ces questions de confort d'été, sont assez inconfortables. Des questions de protection solaire qui sont parfois totalement inadaptées. Là, on voyait par exemple des protections solaires coulissantes qui permettaient finalement, si on voulait se protéger du soleil, d'être totalement dans l'obscurité. Ou alors, très souvent, malgré tout, des protections solaires qui, prévues en conception, vont sauter à la réalisation parce que le budget, on va dire, ne le permet plus. Du point de vue des bonnes pratiques, on a pu voir voilà, des skydomes protégés, des dispositifs de ventilation naturelle traversante, là par exemple dans des salles de classe, avec des ouvrants voilà, que vous pouvez voir, des réflexions de toiture claires,
ou alors des faux plafonds partiels suspendus pour vraiment accéder à l'inertie du béton. Je voulais également vous orienter vers plusieurs publications de l'Agence Qualité Construction, dont une sur le confort d'été et réduction des surchauffes, avec 12 enseignements à connaître. De la même manière, il y a un guide qui a été sorti sur la ventilation naturelle à La Réunion. Alors, même si c'est à La Réunion, il y a quand même pas mal d'enseignements qui sont applicables sous nos latitudes. Et puis, vous parlez également de ce protocole d'appréciation du confort et des ambiances qui permet finalement de préciser le ressenti et les observations relatives au confort et aux ambiances dans les constructions avec des données quantifiables. Donc ça, c'est toutes des ressources. Il y a les liens à la fin de la présentation que vous pouvez télécharger librement. Pour terminer, donc, vous orienter vers un guide sur le confort d'été qui date de 2014, mais qui est très intéressant. Le offre du développement durable aussi, où vous pouvez avoir accès à une centaine de films de projets éco-responsables et avec une thématique de la frugalité, donc vraiment axé sur des solutions à faible consommation énergétique. Le colloque Bâti-Frais, et puis voilà toutes les publications de l'agence Qualité Construction. Et pour terminer mon intervention, vous redire qu'on est vraiment très à l'écoute de vos retours d'expérience sur le fonctionnement réel de tous les dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre, les questions de coût, les questions de consommation, les questions d'usage, pour vraiment pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire. Donc du coup, si vous avez des questions, posez-les par le chat. Il y en a une là pour Karine sur le principe dans l'école de VNA qui demande, la personne demande si l'air est aspiré en journée en fait. Parce que du coup, il est surpris que la température ne dépasse pas 29 degrés pour 37 degrés extérieurs. Effectivement, c'est le principe du coup. Donc le principe, c'est un principe de ventilation hygiénique. Donc comme n'importe quel type de ventilation hygiénique, on renouvelle l'air neuf des pièces. Donc l'air rentre avec la température de l'air extérieur. Ici, on est sur un système de double flux. Donc on a un petit échange avec l'air intérieur. Donc on a une toute petite réduction de température, mais effectivement l'air est rentré. Mais la question de fond, c'est bien que l'ensemble des autres dispositifs de qualité de confort, donc les protections solaires et la réduction des apports internes permet de réduire la température à l'intérieur et l'inertie aussi, parce que dans ce bâtiment, on a quand même pas mal d'inertie. Et l'air est rafraîchi plutôt la nuit ou aux périodes où l'air est plus frais. Donc, globalement, ça permet de conserver la température à l'intérieur plus basse et également de garantir la qualité d'air. Alors, petite subtilité quand même que j'ai passé rapidement, le système monodrofe, il est régulé sur le CO2. Donc, on a une sonde de CO2 qui régule en fonction d'un seuil qu'on définit à l'avance pour atteindre le débit hygiénique et qui fait qu'effectivement, par exemple, quand il fait très chaud et que le seuil n'est pas atteint, on n'a pas nécessité d'amener de l'air extérieur. Donc, on travaille sur un système de débit hygiénique adapté l'hiver et l'été. Très bien, merci. Du coup, je ne vois pas d'autres questions. Bon, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tout le monde pour votre participation. On mettra prochainement les différents supports donc à votre disposition. Et puis, il y aura également la possibilité de faire un replay de ce webinaire. Donc, d'ici quelques jours. Voilà. Merci à tous. Et puis, bonne continuation et bon courage dans tous vos projets. Merci à tous. Merci à tous pour toutes ces informations. Au revoir.